Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, plus de 600 000 $ pour 3 entreprises gaspésiennes qui œuvrent dans la diversification et la mise en marché collective des produits marins de la Gaspésie. L'ensemble des industriels du coin nous ont présenté des beaux projets, des projets audacieux. On parle de modernisation des équipements, mais on parle aussi de développer des marchés ailleurs, à l'extérieur du Québec, en Ontario, dans l'Ouest canadien. On est même à l'international dans certains cas. Donc, il faut dire que nos industriels, on peut en être fiers. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort. Le gouvernement du Québec renouvelle la reconnaissance du Centre collégial de transfert des technologies des pêches de la Gaspésie des îles de la Madeleine pour une période de 3 ans. Notre école des pêches et de l'aquaculture qui a un gros défi à relever. Là-dessus, on travaille très, très fort, non seulement pour assurer la survie, c'est pas assez, mais il faut développer l'école des pêches. On a une école des pêches et de l'aquaculture au Québec, puis c'est une priorité. Il faut la garder. On fait le point sur l'ensemble des formations offertes à l'école des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Et en cumulant l'ensemble de ces formations-là pour obtenir un DEC, mais s'ils veulent seulement avoir une partie de formation, une année, bien, on va avoir quelque chose qui répond au marché de l'emploi, puis qui va faire en sorte que l'intérêt des jeunes et des moins jeunes vont être peut-être plus au rendez-vous, étant donné la durée plutôt de ces formations-là. Journée porte ouverte d'information à Gascon pour le projet Ciment Mégalis. C'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile à vulgariser, à expliquer. Mais je pense qu'on a ici des experts. On a 30 personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui sont tous des experts dans chacun leur domaine et qui prennent le temps d'écouter les gens, de leur expliquer et de répondre à leurs questions. Le Centre Action bénévole Gascon-Percé se prépare pour les paniers de Noël 2013. Ça va être un peu semblable dans le sens que nous autres, on se dit on a une recette finalement qui est gagnante, une recette qui donne de bons résultats. Alors pourquoi aller chercher une autre recette si celle-là fonctionne? Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covier. La colonisation de Mars, de la planète Mars, parce qu'on a comme projet de coloniser Mars en 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 25 novembre dernier, M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé et ministre des Régions, était de passage à Sainte-Thérèse de Gaspé, plus précisément à l'économusée Lelièvre et Lemoignan, pour annoncer un investissement de 602 084 $ pour 3 entreprises de notre région. Comme le précise M. Lelièvre, cela va permettre non seulement la modernisation des équipements, mais aussi le développement d'un nouveau marché. Aujourd'hui, on vient supporter le travail très, très fort de nos industriels de Rocher-Percé. On parle de Lelièvre et Lemoignan, on parle de l'usine Marie-Nord également, dans le secteur de Rivière-Nord, on parle de poissons salés gaspésiens. On parle aussi de Gagnon. Donc, l'ensemble des industriels du coin nous ont présenté des beaux projets, des projets audacieux. On parle de modernisation des équipements, mais on parle aussi de développer des marchés ailleurs, à l'extérieur du Québec, en Ontario, dans l'Ouest canadien. On est même à l'international dans certains cas. Donc, il faut dire que nos industriels, on peut en être fiers. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort, de génération en génération, qui n'ont jamais lâché, malgré la crise du poisson de fond, le moratoire depuis 1994. On a exporté, oui beaucoup, mais là, on a importé de la matière brute, du poisson de l'extérieur pour le transformer, maintenir nos emplois. Puis, je tiens à féliciter aussi les travailleurs d'usine, qui sont un maillon incontournable. C'est pas évident de travailler dans les pêches. Physiquement, c'est difficile. C'est une période qui s'allonge de plus en plus. C'est une bonne nouvelle. On veut traverser le fameux trou noir de l'assurance-emploi. Donc, il faut travailler plus longtemps, plus tard l'automne, des fois plus tôt le printemps. Donc, ça demande un effort d'adaptation de nos industriels, mais ça demande aussi une collaboration essentielle des travailleurs d'usine. C'est un travail d'équipe qu'on souligne aujourd'hui. Puis, je suis très fier du travail qui se passe dans la MRC Rocher-Percé au niveau des pêches. Je pense qu'on peut citer en exemple. Dans l'ensemble du Québec, on est un peu la capitale des pêches en termes de MRC du Québec. Puis les gens se retroussent les manches, puis ont vraiment, dans les dernières années, jamais arrêté d'investir, de croire à leur entreprise, puis ça nous donne des beaux résultats. Par la même occasion, M. Lelièvre, député de Gaspé et ministre des Régions, a annoncé que le gouvernement du Québec renouvelle la reconnaissance du Centre collégial de transfert des technologies des pêches du Cégep de la Gaspésie et des Îles, dont la gestion est assumée par Mérinov. On parle ici d'un investissement de 898 000 $. M. Lelièvre souligne du même coup l'importance de soutenir l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière pour assurer son avenir sur le long terme. Oui, du côté de Mérinov, on sait que Mérinov est un organisme paragouvernemental qui regroupe tout près de 80 employés, si je ne me trompe pas.
Puis aujourd'hui, c'est 800 quelques mille dollars sur 3 ans qui est annoncé. Ça va nous permettre de maintenir les emplois, de continuer à faire de la recherche. Puis, il ne faut pas oublier que Marineuve est quand même un des éléments importants qui gravite autour du fameux dossier de l'École des pêches. Hein? Notre école des pêches et de l'aquaculture qui a un gros défi à relever. Hein? Là-dessus, on travaille très, très fort, non seulement pour assurer la survie, c'est pas assez, mais il faut développer l'école des pêches. On a une école des pêches et de l'aquaculture au Québec, puis c'est une priorité. Il faut la garder. Il y a un comité composé de quelques ministres, dont j'en fais partie, mais aussi des sous-ministres qui siègent depuis plusieurs mois pour évaluer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer l'école des pêches de Grande-Rivière. Ça, c'est un engagement que j'ai pris durant la campagne, puis pour moi, c'est un dossier qui est incontournable. On doit non seulement sauver, mais on doit développer l'école des pêches. Il faut passer à une autre étape, puis notre gouvernement travaille fort à ce niveau-là. On devrait avoir des recommandations qui nous seraient déposées normalement au cours de l'hiver. On pensait à l'automne pouvoir être en mesure de déposer les recommandations du groupe de travail, mais c'est un peu plus long. Moi, ça ne m'inquiète pas personnellement. Je préfère qu'on prenne le temps de trouver des vraies solutions et non pas des solutions temporaires qui fait qu'au bout d'un an ou deux, on est souvent dans la même situation. Donc, le dossier est extrêmement important. Mme Marois est saisie directement, elle le connaît très bien. On est 4 ministres à travailler dessus, puis je suis convaincu qu'on va trouver une alternative là, gagnante à moyen, mais aussi à long terme pour l'École des pêches de Grande-Rivière. Monsieur Louis Bugeaud, directeur par intérim de l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière, était présent lors de cette conférence de presse. J'ai profité de cette occasion pour faire le point avec Monsieur Bugeaud sur l'ensemble des formations offertes à l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. D'abord, au niveau de la formation sur mesure, on a développé une gamme de formations jamais vue. En termes de nombre, c'est beaucoup de formations en transformation, en aquaculture, en capture. Et présentement, on fait le tour de l'industrie puis il y a une belle réponse. Donc, au niveau de la formation, je dirais plus courte, de fin de semaine, 2 jours, 3 jours, tout ça, on a un volume de formation qui devrait être très élevé cette année parce qu'on répond aux besoins de l'industrie. On se déplace près de l'industrie, ça nous permet d'avoir un besoin identifié puis des formations intéressantes. Pour ce qui est de la formation régulière, que j'appellerais au niveau des DEP et des DEC, cette année, un seul programme est en fonction, le DEP en mécanique marine. Les autres ont été suspendus par manque de demande d'admission. Sauf que dans le projet à court et moyen terme, c'est qu'on est en train de travailler ces programmes-là pour qu'il y ait des certifications mitoyennes dans ce programme. Exemple, on a un programme de 3 ans, un DEC en transformation des produits aquatiques. Bon, prenons cet exemple-là. On va avoir des blocs de formation qui vont durer 8 mois, 1 an, à la fin de laquelle l'étudiant va avoir une certification. Et en cumulant l'ensemble de ces formations-là pour obtenir un DEC, mais s'il veut seulement avoir une partie de formation, une année, bien, on va avoir quelque chose qui répond au marché de l'emploi, puis qui va faire en sorte que l'intérêt des jeunes et des moins jeunes vont être peut-être plus au rendez-vous, étant donné la durée plutôt de ces formations-là. Donc ça, c'est intéressant. On devrait pouvoir annoncer des choses dans ce sens-là, quelque part en janvier, pour dès l'an prochain là, avoir des programmes de formation plus courts et attractifs, on le croit, là, auprès des jeunes et moins jeunes. Donc c'est ça pour la formation. En ce qui concerne le DEC en aquaculture, est-ce qu'on est toujours en projet de maintenir ce service-là? Tout à fait. DEC en aquaculture, DEC en transformation des produits aquatiques, ces 2 DEC-là, on veut les maintenir, sauf que au même titre que ce que je viens de vous décrire pour transformation des produits aquatiques, on le fait en aquaculture également, c'est-à-dire d'avoir des programmes de formation plus courts, en pisciculture, exemple, ensuite en mariculture, en recherche-développement, qui vont faire en sorte qu'on pourra aller. Je vais vous donner l'exemple, c'est un peu comme les universités ont des bacs par cumul de certificats. Bien, dans ce cas, les exemples que je viens de vous décrire, c'est un peu comme si on pouvait obtenir un DEC, mais par cumul de certificats plus courts, techniques, qui vont faire en sorte qu'on pourra aller à la carte chercher des formations et obtenir un DEC à la fin. Donc, nos 2 programmes de DEC vont toujours être en fonction. On va pouvoir les offrir de différentes façons. Naturellement, l'École des pêches et de l'aquaculture est axée naturellement sur les pêches, mais est-ce que vous avez une vision d'élargir un peu votre vocation sur d'autres cours qui sont offerts dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine? On parle à soins infirmiers, on entend parler de techniques en travail social. Est-ce que ce serait une branche à exploiter? Bien, présentement, on a le soin infirmier qui est offert ici dans la région. On a aussi sciences humaines qui est offert présentement avec une formation à distance. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un bon équilibre. C'est-à-dire que notre objectif premier, c'est d'avoir des formations en pêche de qualité. Les formations en pêche de qualité, c'est des cours de qualité, mais c'est aussi avoir une vie étudiante qui fait en sorte qu'au bout, l'étudiant qui vient ici ne se retrouve pas dans un groupe restreint ou avoir peu d'activités en dehors de ses cours. Donc, l'objectif des formations qu'on offre en soins, en
en sciences humaines et éventuellement peut-être dans d'autres programmes, c'est vraiment d'avoir une vie étudiante qui se tienne ici à Grande-Rivière. Puis bien sûr, faire en sorte que les jeunes ou moins jeunes qui ne sont pas mobiles, qui ne peuvent pas ici dans la région Rocher-Percé, qui ne peuvent pas se déplacer difficilement à tout le moins pour suivre des formations comme soins infirmiers, comme sciences humaines, de les suivre ici dans la région. Donc c'est un double objectif. Ouais, c'est ça. On concilie les deux dans ce sens-là, c'est ça. Mais il faut faire attention quand même parce que l'École des pêches, c'est une école reconnue au niveau du Québec comme étant la seule et unique il faut faire attention, je dirais ça, la bonne expression, mais ne pas noyer, dans le fond, cette formation-là avec une formation plus générale qui lui ferait perdre un peu cette unicité-là d'être la seule école des pêches au Québec. Toujours mettre en valeur la grande expertise que l'on retrouve à l'École des pêches aussi. Tout à fait. L'expertise qui est reconnue puis qui est unique au Québec. Merci. Suite à la confirmation de l'acceptabilité de la mise à jour de l'étude de répercussions sur l'environnement par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la faune et des parcs, Ciment Méganis a accueilli la population à une journée porte ouverte le dimanche 24 novembre dernier à Gascon. Des spécialistes de l'environnement et des représentants de Ciment Méganis étaient présents afin de répondre aux questions des citoyens. Madame Diane Leboutillier a réalisé une entrevue à ce sujet avec Monsieur Christian Gagnon, PDG de Ciment Méganis. C'est moi qui est journaliste aujourd'hui pour la télévision communautaire de Grande-Rivière. Puis, M. Gagnon, moi, j'aimerais beaucoup avoir vos impressions là, sur la journée d'aujourd'hui. Bien, à date, ça se passe très bien, moi, au-delà de mes espérances. Là, je pense que je suis fasciné par l'enthousiasme des gens qui visitent, les questions qu'ils posent, l'intérêt qu'ils ont vers le projet qui leur tient à cœur. Là. Réellement, là, je pense que ça ne pourrait pas se passer mieux. Et je vois que les gens sont réellement intéressés à s'informer correctement, à ne pas avoir des trucs de deuxième main ou de troisième main et demander absolument. Là, je ne pouvais pas demander mieux que ça. Puis les gens qui viennent ici aujourd'hui là, à cette journée là, d'information, ils vont venir chercher quoi au niveau de l'information reçue? Je pense qu'une des grosses préoccupations, c'est tout l'aspect économique. Ils voudraient savoir à quel moment on va débuter, quand est-ce qu'on va commencer, est-ce que le projet va réellement avoir lieu ou pas, puis on les rassure de ce côté-là. Mais ils viennent aussi, à chaque étape, à un moment donné, arriver à dire, personnellement, moi j'habite à tel endroit, tout ça. Quel va être l'impact de la venue de la cimenterie dans ma vie et des choses comme ça. Et je pense qu'ils voient avec tout le sérieux de tout ce qu'on a mis, de comment on va bâtir cette usine-là, de toutes les normes et tous les équipements de haute pointe, de fine technologie, comme on dit dans ça. Ils ressortent en disant, ah ben ça me rassure beaucoup. Là. J'ai eu la chance d'entendre du bruit, qu'est-ce que ça fait. J'ai eu la chance de voir qu'est-ce qui se passe à la maison de chez nous, qu'est-ce que ça va avoir l'air de ça. Alors, tout ça, là, j'ai pas eu une personne à l'heure actuelle là, qui dit « Moi, je sors d'ici, puis j'ai peur » ou quelque chose comme ça. Au contraire. Donc, on a 12 kiosques qui vont nous parler là, vraiment du processus de départ. Essentiellement, ce qu'on a ici, là, on a, comme vous dites, 12 kiosques où on permet aux gens de dire on fait une visite virtuelle d'une cimenterie. On comprend à chaque étape de fabrication comment est-ce qu'une cimenterie, comment ça fonctionne, comment la cimenterie de Port-Daniel-Gascon va être faite, quelles sont les mesures qui ont été mises dans ça pour s'assurer qu'elle s'inscrit dans une bonne marche environnementale avec l'empreinte la plus faible possible. Et on regarde tout ça à travers le procédé. Et par la suite, on arrive à des kiosques centrales où là, on regarde l'aspect des études, des modélisations, de ce qui se passe avec le fait que comment ça s'insère dans le milieu humain, qu'est-ce que ça a de l'air visuellement, une cimenterie comme ça. Comment le bruit d'une cimenterie peut être représenté, qu'est-ce que ça fait en construction, tout ça. Qu'en est-il des effets atmosphériques, des gaz à effet de serre, de l'impact sur ma vie, des poussières et des choses comme ça. Et ils voient que tout ça est fait dans le respect des normes les plus sévères, qui sont des normes qui dépassent de beaucoup ce qui est en place déjà au Québec. Alors, les gens ressortent et ils disent, ben là, je comprends un peu plus. Parce que, vous savez, c'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile à vulgariser, à expliquer. Et je pense qu'on a ici des experts. On a 30 personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui sont tous des experts dans chacun leur domaine et qui prennent le temps d'écouter les gens, de leur expliquer et de répondre à leurs questions.
Parce qu'on a vécu au cours de l'année des représentations de divers groupes environnementaux. Puis je pense que ça a amené beaucoup d'insécurité puis peut-être de désinformation là, auprès de la population. Tout à fait, oui. C'est toujours facile de décrier et de prendre la pire chose qui peut arriver à quelque part ailleurs dans le monde et essayer de la transposer ici. Mais nous, ce qu'on fait ici, on l'avait dit, on le fait, puis on le démontre maintenant de ça, c'est que on va construire ce qu'il y a de plus moderne et ce qu'il y a de meilleur au niveau de l'insertion environnementale et sociale ici en Gaspésie. Et les gens sont énormément rassurés parce qu'on leur dit qu'ils ne sont pas des trucs qui sont farfelus, là, qui sont le sujet d'études qui ont duré jusqu'à l'acceptabilité au-dessus d'une année. Qui ont fait l'objet de révision par un paquet d'experts au ministère de l'Environnement qui, eux, nous ont questionnés, nous sont venus ou ça. Et d'ailleurs, bon, ce qu'on fait ici, on démontre ça d'une manière un peu plus conviviale, compréhensible, mais le détail de tout ce qu'on fait est quand même en ligne sur notre site web pour les gens qui disent « Moi, je veux pousser très, très creux dans ça ». Et ce qu'on a fait, c'est plus que sérieux. Puis, comme vous mentionnez là, ultérieurement, il y a quand même beaucoup d'argent qui s'est mis pour toutes ces études-là. C'est énorme. Si vous savez, le nombre d'heures, le nombre de modélisations, des choses comme ça, des études comme ça chiffre au-dessus des millions de dollars, vous savez, dans ça. Alors, c'est fait sérieusement avec des professionnels indépendants, avec des personnes qui, eux, mettent leurs responsabilités professionnelles sur la ligne en signant, des choses comme ça. Alors, ils font pas ça à peu près. Alors, c'est facile pour les gens qui décrient à côté, de dire « Ah, ben c'est pas comme ci, c'est pas comme ça », mais j'invite tout le monde, même ceux qui le décrivent, à venir nous visiter, à regarder ça, à discuter et à voir qu'ils n'ont pas raison d'avoir peur de ça. Au contraire, c'est quelque chose de très positif pour le milieu de Gaspésie. Donc, on peut dire pour les plus sceptiques qu'il y a beaucoup de travail qui se fait depuis déjà pratiquement 18 mois. Hein? C'est énorme, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, ici, comme je disais, 30 spécialistes, il y en a 30 autres qui ne sont pas venus là, ça aujourd'hui. Alors, il y a au moins une soixantaine de personnes qui travaillent à supporter ça là, à tous les jours, à regarder, à pousser plus loin. Et à toutes les fois qu'on est arrivé dans ces études-là, arriver avec un truc et dire « Oups, tu vois à peine de te regarder, qu'est-ce qu'on doit faire? OK, ajustons ça, mettons ça d'une manière à s'assurer qu'on base tout ça sur la base des principes du développement durable. » Bien, Monsieur Gagnon, je vous remercie beaucoup. Nous, on va faire la tournée des 12 kiosques, puis ça va permettre aussi d'informer la population au courant de l'hiver, surtout le développement de la cimenterie. Tout à fait. Bien, je vous remercie infiniment, Mme Leboutillier, puis bonne visite. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, nous recevons en studio M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Tout d'abord, bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, M. Mirko. Ça va toujours bien? Ça continue de bien aller. Alors, avec la période des fêtes qui arrive, est-ce que je devine bien le sujet de l'entrevue si je dis que nous allons parler un peu de la période du temps des fêtes? Eh oui, ça, c'est sûr que ça va être un sujet très particulier de notre entrevue. Et sujet naturellement relié au service du Centre Action bénévole. Oui, qui est l'opération Panier de Noël. Donc, on débute avec un peu d'informations sur les paniers de Noël. Alors, ça va ressembler à quoi cette année? Est-ce que ça va être un peu semblable aux services qui ont été offerts dans les dernières années? Ça va être un peu semblable dans le sens que nous autres, on se dit, on a une recette finalement qui est gagnante, une recette qui donne de bons résultats. Alors, pourquoi aller chercher une autre recette si celle-là fonctionne? OK? Donc, on a gardé le même fonctionnement dans le sens que, au niveau de l'horaire, par exemple, les feuillets paroissiaux sont au courant, les radios locales aussi. Ça va être comme l'année passée, c'est le Carrefour Jeunesse Option Emploi. C'est toujours leur personnel plus des étudiants, des stagiaires, on va dire des gens qui travaillent avec eux autres, qui vont être sur le terrain. Alors, on a misé sur des commerces en particulier, comme par exemple le Super 7 Chandler, IGA, Grande-Rivière et Chandler, où on va aller se stationner pendant, je pense, c'est de 13h à 20h. Et les commerces sont au courant, nous ont donné la permission d'aller là. Et on invite les gens à ce moment-là à aller faire un don, soit en argent, soit en denrées.
Alors, c'est sûr que les denrées sont toujours les bienvenues. Je dis aux gens, les denrées périssables maintenant, on accepte ça parce qu'on est assez bien organisé pour ramasser ces choses-là. Puis quant aux argents qu'on ramasse, les gens vont dire, vous faites quoi exactement avec ça? Bien, les argents nous permettent d'aller chercher des denrées dites périssables. Alors qu'il y a un certain nombre d'années, tu avais beaucoup plus de canage dans la boîte de Noël parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On n'était pas installé pour. Maintenant, ce qu'on peut faire avec les argents, on va chercher du lait, du pain, du fromage, des oranges, des pommes de terre, etc., etc. Ça fait que ça fait, puis du pain, que j'oublie, là. Alors, ça devient plus intéressant comme panier de Noël parce qu'il va couvrir l'ensemble d'un repas, là, du déjeuner jusqu'au souper. Mais c'est sûr qu'on n'oublie pas la dinde. On ne peut pas aller en chercher pour tout le monde, mais il y a toujours de la dinde, du poulet et du jambon aussi qui sont offerts à ces gens-là. Donc, les gens doivent s'attendre à voir cette équipe-là sur le territoire à partir de quelle date? À partir du jeudi, au moment où on se parle, ils sont déjà en place, le 28, à partir du 28 novembre jusqu'au 12 décembre, à des endroits différents, mais toujours de 13h à 20h. Et naturellement, il y a toujours certains critères auxquels il faut répondre pour pouvoir bénéficier du service de panier de Noël en tant que tel. Oui. C'est toujours la même formule? Oui. On C'est contacte toujours la Centraction, même formule. Encore là, Mirko, on a adopté, on s'est peaufiné au fil des années, si tu veux. Mais je pense que depuis 4-5 ans, on utilise la même formule. C'est que, d'abord, c'est les gens qui remplissent leur formulaire. OK? Qui peut remplir ces formulaires-là? C'est pas n'importe qui. Formulaire disponible? Formulaire disponible aux 3 points de service du CLSC, au Centre d'action bénévole, Clinique médicale de Grande-Rivière. Alors, ils sont disponibles là. À ce moment-là, ce qu'on demande aux personnes, c'est la même chose que les 3-4 dernières années. Vous remplissez le formulaire avec les détails qu'on vous demande. Donc, c'est les revenus et c'est les dépenses. Et chaque fois qu'on appose un chiffre qui correspond à un revenu ou une dépense, on doit voir la preuve de ce revenu ou de cette dépense. Si la personne dit « je regrette », mais moi je ne fournis aucun document de ça, la demande est automatiquement rejetée. Ça, c'est pas moi qui l'a décidé, c'est un ensemble de personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on reçoit comme argent ou denrées, ça ne vient pas du gouvernement, puis du ministère, puis de ci, puis de ça. Ça vient de monsieur et madame tout le monde de la MRC Rocher-Percé. OK? Donc, c'est des gens qui font confiance, qui disent « on va te donner un sac de nourriture, on va te donner un montant d'argent ». Donc, par souci de transparence et du respect de ces gens-là, qui ont le cœur de donner, on dit aux personnes, vous devez obligatoirement apporter des preuves. Alors, ce qui veut dire que des gens vont dire, ouais, mais écoute, c'est confidentiel ces choses-là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, je dis, vous nous apportez ça, on regarde ça ensemble, on vous les redonne. Si tu m'envoies ça par la poste et que j'ai la preuve de tous les revenus et dépenses, je regarde si ça correspond. Si ça correspond, je détruis. Donc, il n'y a rien qui traîne. Et puis, on s'assure que c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui en ont besoin. Oui. Puis ceux qui sont généreux et qui donnent à cette cause-là permettent aussi d'améliorer de beaucoup la fameuse soirée de Noël et entre Noël et Jour de l'An, d'être en mesure de pouvoir s'offrir des repas. On parle, Mirko, toujours d'un souci de transparence. Puis je dis aux personnes aussi qui donnent merci parce que si ce n'était pas de la population, oublie ça, là. Il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Okay? On parlait des partenaires tantôt qui sont quand même importants. Mais je veux aussi dire aux gens qui reçoivent un panier de Noël de ne pas oublier que s'il n'y avait pas des gens généreux autour d'eux, qu'on ne pourrait pas les aider. Qui oublient ça, le Centre d'action bénévole. On est souvent mis en face dans le centre, le Centre d'action bénévole organise des paniers de Noël, mais attention, il s'entoure d'une bonne équipe de tout le terrain de Gascon-Percé. Et si on n'avait pas ces gens-là, oublie ça. Donc, merci à ces gens-là. Donc, les gens de la MRC peuvent continuer tout simplement à être solidaires de cette cause. Les argents sont très bien gérés et on s'assure que c'est les gens qui en ont réellement besoin qui vont y avoir. De plus en plus. Puis, n'oublions pas, moi, je rentre toujours dans le détail un petit peu en disant les gens, là, il y a X années passées, on disait une personne qui est démunie financièrement, c'est une personne qui reçoit un chèque d'aide sociale. C'est vrai, c'était vrai, c'est encore vrai. Okay? Mais il y a une nouvelle clientèle qui s'installe. C'est la personne qui se lève le matin, qui s'en va travailler à 11 ou 10 65 $9,50. Ou la personne, par exemple, qui a un chômage, un petit chômage. Parce que si j'ai travaillé à 10 65 mon chômage est à 5 là, ou à peu près. Hein? C'est 50-55 Donc, c'est une nouvelle clientèle à qui on a dit oui, on peut vous aider, c'est sûr, dans la mesure de nos moyens, on va le faire. Et naturellement, les partenaires sont à la base de ce service-là, sont des partenaires très importants. Les partenaires, là, je te dirais,
ce qui est important à souligner au niveau des partenaires, c'est l'initiative. Comprends-tu que nous autres, on était assis chez nous, en train d'organiser ça, puis du mieux qu'on pouvait. Et ces gens-là, je parle de Ford Automobile Mauger de Grande-Rivière, je parle de Carrefour Jeunesse Option Emploi, je parle de la Sûreté du Québec de Pabot, des gens qui sont venus nous voir en disant, nous croyons ce que vous faites, est-ce que ça serait possible qu'on vous donne un coup de main et comment? Ah, c'est très intéressant. Avez-vous des idées? Oui, on pense que ben c'est merveilleux, on va y aller là-dedans. Alors, si on parle de ces trois principaux partenaires-là, on peut dire qu'ils sont là depuis presque le début. Et on n'a pas besoin d'appeler et de dire, puis ils nous appellent. N'oubliez pas qu'on est là cette année encore, là, puis fait qu'ils sont sur le terrain. Ils nous permettent justement de faire une réussite de l'activité. Puis quand on parlait de générosité des personnes, moi, cette année, je dirais pas aux personnes sur le terrain, essayons d'être plus généreux. Moi, ce que je vais leur dire, essayons d'être aussi généreux qu'on l'a toujours été. Ça fait X années qu'on est là-dedans, peut-être 12-15 ans, je ne sais pas le nombre d'années, mais tout le temps, les gens sont généreux. Ça, je le dirais jamais assez. On fait partie d'une MRC qui n'est pas... Il n'y a pas des jobs à pu finir, puis il y a des difficultés économiques encore qui ne sont pas faciles. Il y a des gens qui sont démunis à cause de ça. Mais la population est toujours là pour nous, entre parenthèses, entre guillemets, backer. Donc, on garde le cap. Merci à nos partenaires. Oui. Merci à la population à l'avance. Merci. Puis garde tout le monde. Je parle de milieu de travail, de population, d'organismes, de clubs sociaux. Tout le monde met la main à la pâte. Maintenant, nous allons parler d'un nouveau service à Gascon. Oui, nouveau service à Gascon, c'est en développement. Peut-être, on pense qu'au printemps, ce serait peut-être réalisable. C'est qu'on s'est rendu compte en allant sur le terrain qu'il y avait beaucoup de personnes dites âgées. Ça peut être 50 ans, 55, 60, 70, 80. Ça, c'est pas important l'âge au niveau de la personne âgée. Qui avaient soit des difficultés à travailler avec l'ordinateur ou soit n'avaient aucune connaissance de ce que ça peut être dans la vie. Alors, on a dit, regarde, on va essayer d'aller chercher des bénévoles qui sont capables d'initier. On ne demande pas là, des affaires à pu finir, mais capable d'initier la base à des personnes intéressées à dire « Ça, j'ai peur de ça, l'Internet, moi, je ne comprends rien là-dedans. Y a-t-il quelqu'un, au moins quelqu'un qui pourrait me montrer la base? » Alors, on est en train de développer ça. On fait appel à des personnes qui ont du temps à donner. Ça pourrait peut-être être une fois par mois, 2 fois par mois. On est en train d'essayer d'avoir des ordinateurs au bureau par un bailleur de fonds. À ce moment-là, on pourrait réunir des personnes intéressées à s'initier à cet Internet-là, qui est souvent, pour certaines personnes, quelque chose d'inabordable, alors que ça peut se faire. Donc, les personnes qui ont des connaissances au niveau informatique et qui veulent le partager bénévolement pour justement partager ces connaissances-là avec les gens, n'ont qu'à contacter le Centre d'action bénévole. Il y a des annonces un petit peu partout, mais après, là, on va peut-être mettre l'accent un petit peu plus particulier là-dessus. Il y a la Journée internationale des bénévoles qui arrive à grands pas aussi? Bon, Journée internationale des bénévoles, d'abord, c'est une journée qui est très importante. Quand on dit internationale, c'est que nous autres, au niveau du Centre d'action bénévole, c'est sûr qu'on va aller miser particulièrement sur tout ce que font nos bénévoles membres. Hein? D'abord, c'est notre famille, c'est eux autres qui font que la MRC est différente, c'est à cause de ça. Oui. Mais on veut souligner également la participation bénévole de toute action bénévole, quel que soit le secteur d'activité. Par exemple, moi, je peux être au niveau du loisir, je peux être au niveau de la pastorale, je peux être au niveau d'un club social, je peux être au niveau de bien des choses différentes qui ne sont pas des services nécessairement du Centre d'action bénévole. Puis ce qu'on veut dire à tous ces gens-là, c'est chapeau également. Vous ne faites pas partie du Centre d'action bénévole comme tel, mais on est conscient de la différence que vous faites dans ce que vous avez choisi pour vous réaliser bénévolement. Et cette année, on a eu la chance, une commandite de l'Imprimerie des Anses de Chandler. On va aller visiter à peu près une quinzaine de restaurants qui ont toujours une bonne ouverture pour nous autres. Ce sont des napperons. Et sur les napperons, c'est Journée internationale des bénévoles, 5 décembre 2013. On fait un petit peu mention de ce que ça peut donner de faire des actions bénévoles, quel que soit le secteur d'activité. Et puis c'est bientôt, 5 décembre. 5 décembre, c'est la semaine prochaine. C'est important de souligner l'apport que les bénévoles apportent dans la qualité de vie qu'on leur retrouve dans notre MRC. Sans les bénévoles, est-ce qu'on peut s'entendre que c'est déjà difficile? On sait que les réalités économiques sont difficiles. Sans le bénévolat, on oublie ça. Ici, on regarde, on parlait tantôt de la guignolée, on peut parler. Moi, je suis allé à Défi Tête à Prix. On va dans n'importe quel... Moi, je regarde ça et je me dis, c'est incroyable la générosité de tous ces gens-là. Fait qu'oublions pas que ce sont
C'est essentiel, ça. Ben oui. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas réussir la mission du Centre d'action bénévole. Et c'est souvent les mêmes bénévoles qu'on retrouve d'organisme en organisme. C'est souvent les mêmes bénévoles. Oui, Puis je ne gêne pas pour donner du temps. Donc, le recrutement de bénévoles est toujours important au Centre d'action bénévole? Oui. Puis ce que je voulais dire, je l'ai Oui. dit, mais garde, merci à l'Imprimerie des Anses aussi pour Oui, cette tout à commandite, fait. parce que ça, c'est un partenaire très important aussi, Oui. qui nous aide énormément, puis qui croit aussi à ça. Tu n'investis pas dans quelque chose que tu ne crois pas. Ceux qui ont beaucoup investi là-dedans. Recrutement de bénévoles, toujours important. Il y a eu, je dirais, un petit boom intéressant entre Chandler et Gascon. Petit boom assez intéressant, merci. Oui. Et nous autres, on voudrait là, lancer un petit cri peut-être à Sainte-Thérèse, disons Sainte-Thérèse, Cap d'Espoir, Percé. Bon. On couvre ce territoire-là. OK. Alors, peut-être dire à ces gens-là, regarde, on a des bénévoles qui roulent souvent, on aimerait qu'ils roulent moins souvent, parce que la rotation est toujours plus facile quand c'est pas toujours au même de le faire. Alors, il y a du temps à donner là-dedans. Vous nous appelez, c'est vous autres toujours qui décidez de l'action bénévole à faire. C'est la grande liberté. Donc, les gens qui veulent en savoir plus, tant au niveau des services ou qui veulent tout simplement s'impliquer dans l'organisme, c'est toujours les mêmes coordonnées. Oui. 390 boulevard René Lévesque Ouest à Chandler, 689-6023. Puis je dis toujours une chose, Mirko, quand je termine là-dessus, je dis toujours aux bénévoles, c'est sûr que les bénévoles vendent, c'est chez eux le Centre d'action bénévole. Mais je dis aux gens aussi qui nous écoutent, qui disent Centre d'action bénévole, j'entends parler de ça fait longtemps. Je ne suis jamais allé là, moi. Invitez particulièrement à venir faire un tour. On va se faire un plaisir de faire le tour. Et souvent, quand ces personnes-là, qui ne sont pas membres du Centre d'action bénévole, viennent nous voir, ils sortent en disant « Mais moi, j'en reviens pas de tout ce qui se fait ici. » Et le bénévolat dans la MRC du Rocher-Percé, c'est une grande famille. C'est une grande famille que je salue particulièrement. Monsieur Langelier, encore une fois, merci de votre visite à Merci TVCGR. beaucoup. Bonne fête à tout le personnel de TVCGR. Puis on se revoit l'an prochain. Oui, parce qu'on garde toujours le contact. On garde le contact. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement et toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Je pense que tu connais bien ton titre, plus besoin de l'introduire. Non, je connais ça. Animatrice, réalisatrice Alouette. et recherchiste. C'est ça. Donc, cette semaine, on le fait souvent, la capsule divertissement, on va parler de faits divers. Exactement. C'est des petits sujets qui n'ont aucun lien entre eux. C'est juste qu'en faisant des recherches, je suis tombée là-dessus. Puis, bon, je vais commencer avec la colonisation de Mars, de la planète Mars, parce qu'on a comme projet de coloniser Mars en 2023. Donc, on voit la planète Mars. Question de garder les pieds sur Terre. Hein? Exactement. Donc, on a demandé des volontaires. Il y a 78 000 volontaires de 120 pays qui se sont portés volontaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est un aller simple. Il n'y a pas de retour. Donc, tu vas sur la Donc, planète. je pense que j'ai perdu un bout là. Donc, il y a 78 000 personnes dans le monde qui se sont portés volontaires qui seraient prêts à aller habiter sur Mars. sur Mars. Puis, on va en sélectionner quelques-uns. Okay. Mars One, c'est l'espèce de compagnie, si on veut, qui a ce projet-là. Oui. Donc, si vous êtes sélectionné, on vous envoie sur Mars en 2023 et vous ne revenez pas. Pour différentes raisons, les voyages, c'est quand même long, coûteux. Donc, c'est pour fonder une colonie carrément. Donc, vous ne revenez pas sur la planète Terre. Il y a quand même 78 000 personnes qui se sont portées volontaires, ce qui m'impressionne. Donc, si vous avez envie de faire du 4 roues sur la planète Mars, vous pouvez appliquer. On cherche des gens encore. Vous devez avoir 18 ans, être intelligent, en bonne santé physique, en bonne santé mentale et avoir un dévouement. Être intelligent. C'est confus, hein? Après ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu confus. Donc ça, c'est un petit peu vous avez vu l'environnement. On va envoyer des robots en 2016-2021, des robots sans humains, pour préparer la planète. Puisque vous avez vu les espèces de petites cabanes, c'est pour préparer. Donc après ça, en 2023, on devrait envoyer les premiers humains. C'est financé par des investisseurs. Ça, j'allais dire, c'est du privé? Oui, puis quelques commanditaires. Donc, si vous voulez appliquer, il y a un site Internet, Mars One, et on cherche toujours des volontaires. Ça va être un entraînement de 8 ans quand même. On dit un fait divers intéressant. Voilà un qui m'impressionne beaucoup. J'étais vraiment pas au courant de ce dossier. Moi aussi, quand j'ai lu Aller simple, j'ai dit « Oh mon Dieu, 78 000 volontaires Aller simple! » En tout cas, il faut vraiment aimer le projet-là.
Sans compter que le voyage, je crois que ça se fait sur une assez longue période. Oui, c'est ça. Là, on n'a pas encore tout déterminé, les détails, parce que la technologie évolue tout le temps. Donc, on ne sait pas ça va être rendu à quoi en 2023, mais c'est ça, c'est quand même assez long. Puis, vous ne revenez pas sur Terre. Pour ceux qui veulent se dépayser, c'est le cas de le dire. Oui, ça vous tente de faire un petit voyage comme ça. Là, c'est pas le meilleur voyage pour aller rencontrer d'autres cultures, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres cultures là-bas. Je pense que non. Il faut être un petit peu individualiste. En effet. Mais il n'y a pas de charte des valeurs et de la laïcité là-bas. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Ensuite, j'enchaîne avec la réserve mondiale de semences de Svalbard. C'est en Norvège. Vous voyez la porte d'entrée, si on veut. En fait, c'est toutes les semences du monde qui vont être entreposées là. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment creusé dans une montagne glacée. Donc, vous voyez, il y a un long tunnel qui mène vers des espèces de chambres. Donc, c'est creusé à 130 mètres de profondeur de la montagne. Ça existe pour de vrai, ça? Oui, c'est les vraies images. Ça va pouvoir contenir 3 millions de variétés de graines. Là, pour l'instant, on commence à entreposer tranquillement. Puis, c'est la nourriture des êtres humains, des graines. Puis, pourquoi on fait ça? En fait, c'est, admettons qu'il y aurait un cataclysme, un désastre, une guerre, peu importe, et que sur un continent en entier, un pays, on perde, disons, la culture de l'orge. Bien, il va y avoir un backup, si on veut, là. Il va y avoir des graines à cet endroit-là qu'on va pouvoir prendre pour... ça pourrait être même en cas de réchauffement climatique, qu'il y a des inondations partout. Colonisation sur Mars. Tiens, on pourrait amener des graines là. Ben oui. Alors, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir mettre... Je te vois sourire. Donc, non, mais c'est quand même très, très intelligent de la part de l'être humain d'avoir pensé à se garder une certaine réserve parce qu'on ne sait jamais. Et puis, il y a une certaine richesse là, au niveau de la biodiversité qui est très importante à avoir. Pas se ramasser dans une situation de monoculture. Bien, c'est pour justement garder la diversité génétique. Puis évidemment, il n'y aura pas d'organismes génétiquement modifiés qui vont être entreposés là. C'est vraiment les grains naturels. Puis, pourquoi avoir choisi la Norvège? D'abord, le gouvernement était prêt à tout payer. De vraiment faire un projet. Ça fait 30 ans qu'ils travaillaient sur ce projet-là. Okay. Puis aussi, c'est que la Norvège, vous avez vu, c'est un climat très, très froid, c'est stable. Géologiquement, c'est stable, cette région. Et politiquement, la Norvège, il n'y a pas grand monde qui va se battre en Norvège. C'est un pays assez pacifique. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'a mis là. Et ils ont bien fait de faire la réserve très tôt parce que ça s'en vient de plus en plus rare, disons, des graines, entre guillemets, qui ne sont pas contaminées par... Exactement. Puis en advenant le pire scénario de réchauffement climatique, ça pourrait rester congelé pendant 200 ans, cette espèce de caverne-là. Ça donne le temps de se virer de bord. Exactement. On l'appelle d'ailleurs l'Arche de Noé et pas pour rien. C'est vraiment... En tout cas, c'est un beau projet qui a pris place. Maintenant, j'enchaîne avec les bébés éléphants. Ce que je ne savais pas, c'est que la trompe de l'éléphant, la trompette qu'on appelle, le bout, en fait, ils sucent leur trompe comme un bébé suce une suce ou son pouce. Ah oui? Pour se réconforter, carrément, pour se consoler. Apparemment, c'est hyper sensible, la trompe d'un éléphant. Oui, ça a l'air que c'est très, très sensible. Donc, si vous voyez un bébé éléphant faire ça, c'est parce qu'il fait comme un bébé, il essaie de se réconforter tout seul. OK. Puis, juste comme indication comme ça, un éléphant, ça prend de 18 à 22 mois pour mettre au monde un enfant, la gestation. Puis, un bébé éléphant, ça pèse 250 livres. C'est gros. Ensuite, j'enchaîne avec la misophonie. J'ignorais ce problème. C'est les gens qui ont des réactions très fortes au bruit. Par exemple, et c'est totalement involontaire, c'est pas juste les gens qui sont agacés par les bruits, là. C'est un problème. C'est un problème vraiment du système nerveux de connexion. C'est, par exemple, ils vont être vraiment totalement agacés par le bruit de quelqu'un qui mange, de quelqu'un qui respire, quelqu'un qui va tousser, le bruit d'une horloge qui avance, le bruit de vaisselle, d'une carotte qu'on coupe en deux. Ça va être au point, là, vraiment, ça va être vraiment agressant pour eux. Ça peut leur donner de l'anxiété, des crises de panique. Et étrangement, ces gens-là ne vont pas être agacés par leur propre bruit, seulement celui des autres. C'est vraiment un trouble qui existe. Il y a des traitements qui peuvent prendre au moins 9 mois. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces gens-là malheureusement, vont souvent vivre seuls. Parce que tout est intolérable autour d'eux, ou ils vont se promener avec des casques d'écoute pour gérer leur environnement.
Mais c'est un vrai trouble. Puis les gens qui ont ce trouble-là, souvent, étaient perçus comme des gens qui endurent rien. Mais c'est pas de leur faute. Ils ont vraiment un problème de connexion, là, la misophonie. Tu t'en connais-tu des gens comme ça, toi? Je connais une personne Oui, moi aussi. qui elle, on ne donnera pas le nom. qui, elle, carrément, quand sa mère faisait la vaisselle, ça lui faisait mal. Hey. C'est une personne, là, puis jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'elle avait ce problème-là. Donc, tous les enfants qui ne veulent pas faire la vaisselle, voici la maladie qu'il faut nommer. Voilà l'argument. Misophonie. Misophonie. Vous avez une très bonne excuse maintenant. Oui. Ensuite, j'enchaîne avec les champignons géants. C'est qu'autrefois, sur la planète Terre, là, on voit un fossile de champignons géants, donc vous imaginez la taille. C'est autrefois, avant que les arbres apparaissent sur la planète Terre, il y a 400 millions d'années, c'était des champignons géants. Ça pouvait faire 24 pieds, 8 mètres, et 3 pieds de large. C'est quand même assez gros. Donc, c'est une découverte assez récente. On avait trouvé le fossile il y a un certain temps, mais on ne trouvait pas c'était un fossile de quoi. Jusqu'à temps qu'on réalise que les arbres d'autrefois, c'était des champignons. Puis information comme ça, le plus grand organisme au monde, c'est en fait un champignon. C'est dans une forêt de l'Oregon. Puis on a découvert assez récemment qu'on pensait que c'était comme une espèce de tapis de champignons, mais c'était un seul organisme. Puis ça fait 2200 acres. Puis c'est âgé de 2400 ans. C'est le plus grand organisme vivant. Okay. Non, on n'avait pas de... J'ai pas trouvé de photo de ça. Ouais. Mais oui, c'est le plus grand organisme sur planète Terre, un champignon. Reliés ensemble, c'est pas un tout seul relié. organisme. Ils ont tendance à pénétrer dans le fond du sol. Ça ressemble un peu comme des espèces de brindilles de bois, là, un peu comme des cheveux. Puis ils appellent ça un champignon de miel. Puis ça a tendance à entrer à l'intérieur du sol. C'est pour ça que je n'arrivais pas à trouver de photos. Okay. Puis en faisant des analyses poussées d'ADN, on a trouvé que c'était tout le même organisme. Incroyable. C'est assez impressionnant. Ensuite, je vous parle des fils d'araignée. Un fil d'araignée, c'est assez résistant. En fait, c'est 5 fois plus résistant qu'un fil d'acier. Oui? Oui. Puis en faisant des études, on a réalisé que si on avait un fil d'araignée de 3 cm, on pourrait arrêter en vol un Boeing 747 qui va à 200 000 à l'heure. C'est dire à quel point c'est résistant. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'études actuellement pour essayer de reproduire, ça, oui. Vous imaginez, par exemple, dans les structures de ponts, etc., comme le pont Champlain, par exemple. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant. Le chien se sauve quand on le met dehors. Voilà, une laisse en fil d'araignée. Rétractable. Tu vois, tu viens de trouver une application. Ensuite, je poursuis avec les rêves. On se demande parfois, est-ce que les aveugles rêvent, comme nous? Je ne savais pas pourquoi. Puis, évidemment, ils ne voient pas d'image. Mais les aveugles rêvent, mais de sensations. Par exemple, un aveugle ne rêve pas d'image. Non. Mais quelqu'un qui aurait on parle d'un aveugle de naissance, OK, c'est là. S'il a perdu la vue avant 5 ans, il y a des bonnes chances qu'il ne rêve pas d'image. S'il a perdu la vue après 5 ans, oui, là, il y a des chances qu'il va avoir des images. Mais un aveugle de naissance, disons, il va rêver seulement de sensations. Il va rêver de goût, d'odeur, vraiment de... Mais c'est incroyable, ça, je ne savais pas. Non, moi non plus, c'est en faisant la recherche. Puis pour vous donner une idée, si vous rêvez... C'est quand même un peu logique, hein? Oui, parce qu'il n'y a pas de référence d'image. Si vous rêvez de la plage, vous allez voir la plage. Un aveugle qui va rêver de la plage, il va rêver du bruit des vagues, de la sensation du sable sur ses orteils. Ça va être ça pour lui, la plage. Et un des rêves les plus fréquents pour un aveugle, c'est quoi? C'est qu'il n'arrive pas à trouver son chemin. Parce qu'un aveugle, dans sa journée, si une de ses principales préoccupations, c'est d'arriver à trouver son chemin pour sa sécurité. Puis donc, ses rêves, souvent, ça va tourner autour de ça. Il n'arrive pas à trouver son chemin. Pour lui, c'est de ne pas trouver son chemin. Exactement. Puis en faisant la recherche, je suis tombée sur quelque chose qui m'a impressionnée. C'est qu'on a découvert que les gens de 55 ans et plus qui ont grandi avec la télévision en noir et blanc, une grande partie rêve en noir et blanc. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, au moins 80% de leurs rêves, c'est en couleur. Mais si vous avez grandi avec la télévision en noir et blanc, ça a vraiment conditionné votre cerveau. Puis il y a des bonnes chances que vous rêvez, sans vous rendre compte, que vous rêvez en noir et blanc en général. Ce qui fait qu'on se dit, si ça conditionne ton cerveau, donc si tu fais écouter n'importe quoi à ton enfant en bas âge, ça peut de la même façon conditionner son cerveau. Donc, ça amène vraiment plusieurs études à faire sur ce sujet. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que les enfants qui vont avoir grandi en haute définition vont rêver en haute définition. Et ils vont rêver des méchants rêves. Mais c'est seulement depuis les années
En 3D, en oui. 3D, mais seulement depuis les années 60 que les gens rêvent en couleur. J'avais jamais pensé à ça. Depuis l'avènement de la télévision en couleur. Ça a l'air que ça a vraiment une influence. C'est Impressionnant. spécial. C'est spécial. Ensuite, je passe avec les pharaons. On a découvert que la majorité des gens sont des descendants de Toutankhamon qu'on voit à l'écran. Ah oui. En fait, 70 des Britanniques et Espagnols et 60 des Français. Ça, c'est une reproduction de Toutankhamon. Aujourd'hui, on peut arriver à faire avec les ordinateurs les 3 dimensions. C'est ce à quoi elle ressemblait. Donc, il y a des fortes chances que vous êtes des descendants de Toutankhamon. Au moins de 60 à 70 des gens le sont, puisqu'on a des origines françaises. Comment on a trouvé ça? C'est qu'on a analysé l'ADN de Toutankhamon. Et de la même façon, on a découvert qu'en fait, ses parents, c'était frères et sœurs. C'était quelque chose de très, très courant en Égypte. Aujourd'hui, c'est totalement scandaleux. Mais en Égypte, là, les dynasties égyptiennes souvent se passaient entre frères et sœurs. C'est assez spécial là, comme principe. Ben oui. Ensuite, je passe avec un homme assez remarquable. Il a construit une Lamborghini dans son sous-sol de A à Z. Il est parti d'absolument rien. Ça lui a pris 17 ans. C'est lui qui a fait vraiment le body est en aluminium. C'est lui qui a vraiment tourné, qui a fait ça à la main. C'est qu'il est arrivé à faire, vous allez voir l'évolution, là, sur 17 années. Il est vraiment parti d'absolument rien. C'est un connaisseur. Remarquable, vraiment. Là. Est-ce qu'on dit le métier que cet homme-là pratiquait? C'est un mécanicien, un artiste, Non, je ne sais pas quel métier il faisait. Autodidacte, ça, Oui, c'est certain. Un passionné, on voit le résultat. Et il a fallu qu'il fasse un trou dans sa maison pour le sortir de la Lamborghini de la cave. En tout cas, il a l'air fier. Puis lui, son idée, c'était que son père lui avait dit, si tu peux faire quelque chose, achète-le pas. C'est qu'il s'est dit, je veux une Lamborghini, mal à faire. Incroyable. Et puis, évidemment, est-ce qu'elle fonctionne? Oui. Puis les connaisseurs là, de cette voiture n'ont jamais vu une Lamborghini. C'est un modèle précis de cette qualité-là, le métal, là, aucun défaut. Et tout est fait à l'échelle vraiment précis. Il est mesuré, remesuré, il y avait les plans. Donc, moi, ça m'impressionne, quelqu'un comme ça. Là. Incroyable. Vraiment passionnant. Hein. Puis quand je lisais sur les sites, il y avait cet article-là, il s'était marqué, il y avait des gens qui commentaient, puis il y a un homme qui disait, après que tu as vu ça, tu n'as plus d'excuses pour aller finir le moteur que tu es en train de bitouiller en bas dans ta cave. Ou poser ta femme de poêle. C'est ça, c'est comme, OK, donne-toi... Oui. Va réparer ce que tu as réparé, ta clôture dehors. C'est comme... C'est pas un gros défi, là. Hein? C'est remarquable, vraiment. Comme dernier sujet, je vous parle des Tarahumara. C'est un peuple vivant dans l'État du Chihuahua au Mexique. C'est des gens qui courent. Mais vous voyez, c'est des sandales faites avec de la peau de chevreuil. C'est pas vraiment... c'est pas les espadrilles qu'on a, nous, avec un soutien remarquable. C'est les gens qui courent le plus loin au monde. Pour vous donner une idée, ils courent 700 km en 48 heures. Ça, c'est 16 marathons. Ça, c'est comme si vous faites Grande Rivière, Rivière-du-Loup en 48 heures à la course. C'est incroyable. Ces gens-là courent depuis pratiquement leur naissance. Vous voyez des enfants jusqu'à... Il y a des gens de 80 ans qui courent. Puis c'est des gens qui vivent centenaires au-delà. Les femmes courent, tout le monde court. Vous voyez? Moi, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est incroyable. Ils peuvent faire 300-500 km non-stop à la course. Puis vous avez vu un petit peu, c'est un canyon, ils vivent dans les canyons, donc c'est très escarpé. C'est pas un terrain droit, là. Donc, eux, ils ont fait ça depuis que le monde est monde. Puis leur technique de course n'est pas comme celle des coureurs olympiques, si on veut. Parce que si on court avec des sandales comme ça ou avec pieds nus, c'est vraiment pas la même technique de course et c'est beaucoup plus efficace. Donc, les gens achètent des espadrilles des fois à 500$ pour... Je pense qu'ils démontrent là, que c'est beaucoup la technique. Vous voyez, on voit que c'est un pied qui a du millage. Hein? C'est un pied qui a du millage. Donc, eux, c'est une culture de course. Ils courent tout le temps. C'est une gang de Forrest Gump qui court. C'est des Forrest Gump à puissance, là, de la culture au complet. C'est très impressionnant. Même, je pense, humainement, tu entends des statistiques comme ça, personne ne pourrait s'imaginer. Oui, je vous disais, j'essayais de m'imaginer 700 km en 48 heures. C'est même dépasser Rivière-du-Loup. C'est incroyable.
Donc, chapeau, là, il y a des gens qui ont... On ne connaît pas tout du corps humain, hein. Je pense que ça nous le démontre. Oui, ça c'est un superbe bel exemple, que nos limites, souvent, c'est nous qui nous les imposons. Hein. Exactement. Oui. Mais encore une fois, une capsule divertissement très divertissante et encore une fois instructive. Bien, je suis bien contente. J'apprends beaucoup en faisant des recherches. Hein. Je tombe sur des sujets, je dis « Oh mon Dieu, je ne savais pas que ça existait. » Donc... La beauté de la chose, c'est que la capsule divertissement, elle aussi, revient la semaine prochaine. Bien sûr. Donc, au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Merci. Avec plaisir. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook, la télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.